Mais d'abord, vous savez que pendant qu'on vit ici le plus grand moment de démocratie dans un parti politique au Québec, dans les Caraïbes, en Floride, des gens sont aujourd'hui aux prises avec une grave inquiétude. Est-ce que le bien de toute une vie, est-ce que des proches, des amis sont en danger? Et au Québec, il y en a beaucoup de gens qui ont là-bas des proches, des amis, qui vivent dans l'inquiétude. Et nous partageons avec eux cette inquiétude et nous leur envoyons tous nos vœux de sécurité et de santé dans l'épreuve. Quand j'ai pris pour la première fois ma carte du Parti québécois, il y a un certain nombre d'années, je savais, comme vous, que je devenais membre d'un parti pas comme les autres, mais vraiment pas comme les autres. D'autres partis veulent seulement gouverner, mais nous sommes plus ambitieux et plus généreux. Nous voulons que les Québécoises et les Québécois se gouvernent eux-mêmes. Ça fait toute la différence. Toute la différence. Parce qu'être au PQ, c'est d'abord affirmer que les Québécois sont quelque chose comme un grand peuple. C'est le sentir dans sa tête, dans son cœur et dans ses tripes. Dans ses tripes. Ce n'est pas seulement croire, c'est savoir que les femmes et les hommes d'ici ont les ressources, le talent, l'audace et la sagesse d'être maîtres de leur destin. Le PLQ et la CAQ veulent que le Québec reste au Canada pour toujours. Ils trouvent ça normal que le Québec demande en vain des permissions au Canada pour toujours. Ils trouvent ça normal que le Québec plaide en vain pour un droit de faire les choses autrement, pour toujours. Ils s'accommodent même qu'on réclame en vain notre juste part d'investissement, de reconnaissance et de respect pour toujours. Pas nous. Nous, on ne trouve pas ça normal. Franchement, nous, on ne le prend pas. On a trop de respect pour les gens d'ici pour trouver normal de se faire dire non, se faire dire qu'on n'a pas le droit, se faire dire qu'on ne peut pas. Nous aimons trop le Québec pour penser qu'il est condamné à rester la minorité dérangeante de la nation voisine pour toujours. Nous, dans cette salle, et tous ceux qui nous écoutent ce soir et qui partagent nos convictions, voient en l'indépendance une grande porte qu'on ouvre sur l'avenir. Une fois franchie cette porte, le Québec pourra offrir sa contribution aux autres nations progressistes du monde. Imaginez le temps qu'on a perdu depuis 20 ans à faire le tour de toutes les conférences internationales sur le climat, juste pour dire au monde, on n'est pas d'accord avec le Canada. Mais vous êtes une province, oui, mais on n'est pas d'accord avec le Canada. Imaginez comment le Québec indépendant aurait pu, au contraire, faire partie de la grande coalition des pays qui voulaient agir pour le bien de la planète. Nous aurions ajouté notre voix aux autres quand ça comptait, là où ça comptait. Et ça va compter encore. On n'a pas manqué notre chance, là. Ça va revenir. C'est pas fini, cette affaire-là. Les analystes étrangers, comme récemment dans le quotidien britannique The Guardian, découvrent que derrière son image moderne, Justin Trudeau défend autant le pétrole bitumineux que le faisait Stephen Harper. Il semble seulement plus habile à vendre ce pétrole le plus polluant au monde.
Et c'est lui, Justin Trudeau, l'ami des pétrolières, qui va nous représenter dans les prochaines étapes de la lutte contre le réchauffement planétaire. Moi, j'ai hâte que le Québec parle de sa propre voix, de sa voix verte. Les paradis fiscaux, un autre enjeu crucial. Plus nous allons les fermer, plus les nations pourront retrouver leurs revenus, mieux on pourra répondre aux besoins de nos citoyens, mieux on luttera contre les inégalités. Ces derniers mois, le Parti québécois, l'Assemblée nationale unanime et le Bloc québécois ont tenté de forcer Justin Trudeau à fermer l'accès des contribuables canadiens aux paradis fiscaux. Il a refusé. Et juste après, il en a ouvert un autre, aux îles Cook. Alors, aux discussions internationales contre les paradis fiscaux, ce n'est pas Justin Trudeau, l'ami des paradis, qui devrait parler en notre nom. C'est un Québec indépendant. L'indépendance, c'est une porte où entre enfin dans la lumière l'estime de soi, la responsabilité, la liberté et la vraie présence au monde. Et c'est parce que le Parti québécois incarne ce changement historique qu'il est aussi l'instrument de 1000 autres changements qui ont transformé le Québec pour le mieux. S'il y a aujourd'hui des congés parentaux généreux au Québec, l'équité salariale pour les femmes, la perception automatique des pensions alimentaires, c'est que des millions de gens ont voté pour le Parti québécois. Et c'est parce qu'une femme remarquable a consacré sa carrière à embellir la vie des familles du Québec. Pauline Marois. Pauline, lève-toi, Pauline. Si vous pensez que le grand réseau de services de garde créé par Pauline et le Parti québécois doit redevenir accessible avec un tarif unique et doit offrir encore plus de places de qualité pour nos enfants, alors vous partagez l'avis du Parti québécois. Si vous croyez que la rentrée scolaire ne doit plus être un gouffre financier, si vous pensez que l'éducation doit être la priorité permanente de la nation, alors vous partagez les valeurs du Parti québécois. Voulez-vous savoir pourquoi chaque citoyen québécois, quel que soit son revenu, est mieux protégé que ses voisins d'Amérique du Nord avec l'assurance automobile, l'assurance médicaments, la loi de protection du consommateur, la loi sur la santé et la sécurité au travail, des normes du travail plus généreuses, notamment pour les femmes enceintes? C'est parce que des millions de gens ont fait confiance aux propositions du Parti québécois. Et si vous voulez que demain, le Québec coupe les ponts avec les paradis fiscaux, fasse reculer la fraude et le favoritisme, si vous voulez davantage de justice sociale et un salaire minimum à 15 $, alors, vous ne le savez peut-être pas, mais vous vous apprêtez à voter pour le Parti québécois.
En prenant notre carte du Parti québécois, nous savions que son fondateur, René Lévesque, avait fait de la lutte contre la corruption et contre le financement occulte du Parti libéral une de ses plus grandes batailles. Nous avons été fidèles à son combat. Pendant les années Charest, nous avons réclamé avec force un nouveau grand ménage. Au pouvoir, le gouvernement de Pauline Marois a mis les bouchées doubles pour assainir à nouveau le financement politique des partis, mais en ajoutant cette fois-ci l'assainissement des partis municipaux. On ne dit pas assez comment Pauline et son équipe, dont j'étais et je suis fier d'en avoir été, comment sous la direction de Pauline, le gouvernement du Parti québécois a tenu tête aux grandes entreprises de construction et d'ingénierie pour les obliger à se soumettre à un grand nettoyage. Nous avons eu ce cran. Pauline a eu ce courage. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu les années Couillard, qui vont bientôt se terminer. Mais pendant les années Couillard, nous avons continué à creuser dans les sous-bassements d'une culture libérale de copinage et de bizarres comptes de banque en Suisse et aux Bahamas. Et ce n'est pas fini. Ce sera fini avec le retour au pouvoir du parti fondé par M. Net lui-même, René Lévesque. Alors, dans ce discours, je vais vous poser deux devinettes. La première maintenant, l'autre beaucoup plus tard. Installez-vous confortablement. On commence à se connaître. Alors, première devinette, au cours des 40 dernières années, sous quel gouvernement, libéral ou du Parti québécois, le Québec a-t-il connu sa plus forte croissance économique? Le Parti québécois, de loin, sous Bernard Landry, premier ministre. Bravo, Bernard Landry. Lève-toi, qu'on t'applaudisse. Bon, c'est vrai que Bernard montait la moyenne. Mais même si on calcule la moyenne des années du Parti québécois au pouvoir et du Parti libéral au pouvoir depuis les années 80, la croissance économique a été plus forte sous le PQ que sous le PLQ. Alors oui, le PLQ est excellent aux relations publiques, aux formules ronflantes, le plan Nord, la stratégie maritime, les vraies affaires, les deux mains sur le volant. La qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Le parti de l'économie... Ah, attendez, en régie, on me signale qu'un de ces slogans n'était pas du Parti libéral. Nos excuses. Mais c'est du vent. C'est du vent. Mais je vais vous dire ce qui n'est pas du vent. Savez-vous pourquoi? Des entreprises qui étaient de taille moyenne, elles étaient de taille moyenne, Cascade, Bombardier et CGI, sont devenues des géants internationaux? C'est parce que le Parti québécois a incité les épargnants à leur faire confiance avec le régime épargne-action de Jacques Parizeau. C'est pour ça. C'est pour ça. Savez-vous pourquoi le Québec est un des hauts lieux mondiaux de la haute technologie, des jeux vidéo à l'optique, à la santé personnalisée et tout le reste?
c'est parce que le Parti québécois a été le précurseur des crédits d'impôt pour la recherche et le développement en entreprise. Il fallait voir la guerre que menaient les libéraux contre les projets de Bernard Landry sur la nouvelle économie. De l'argent gaspillé, disait-il. Aujourd'hui, ils font semblant que c'était leur idée. Les fonds de développement d'entreprises en région, le Fonds de solidarité et Fonds d'action, des syndiqués qui investissent dans des entreprises du jamais vu, la reconnaissance et la promotion de l'économie sociale, toutes des réalisations du Parti québécois, toutes des avancées contre la culture libérale du laisser-faire et du laisser-aller. Nous sommes le parti du nationalisme économique et de l'entrepreneuriat québécois. C'est nous. C'est nous. Vous attendiez que cette vérité soit dite. Ça fait du bien que ce soit dit. Je viens de m'apercevoir qu'ils m'ont mis 3 verres d'eau. Alors, ils doivent savoir quelque chose que vous ne savez pas. Alors, le nationalisme économique, il nous appartient, comme aux générations précédentes du Parti québécois, de le réinventer pour le 21e siècle. Et on a des bonnes idées. Contrairement au PLQ, nous allons protéger nos sièges sociaux stratégiques et on ne laissera pas partir nos RONA. Le Parti libéral du Québec a choisi d'investir 6 milliards de dollars dans le REM à Montréal et de demander en échange, en achat local, tenez-vous bien, 0%. 0%. De l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, ils demandent 60%. Alors, pour défendre notre économie, le gouvernement Couillard n'a pas la note de passage. Il n'a pas la note de passage. Un gouvernement du Parti québécois favorisera l'achat local partout où c'est possible, dans le transport, dans l'agriculture, dans les villes et les régions. Les autres pays industrialisés le font dans le respect des accords mondiaux. Qu'est-ce qu'on attend pour avoir autant le sens des affaires que nos compétiteurs? On attend le Parti québécois au pouvoir, c'est ça qu'on attend. Chaque gouvernement du Parti québécois a accompagné la relève entrepreneuriale. C'était la garde montante de Jacques Parizeau, puis le plan Biron pour les PME, puis le plan Payé pour les nouvelles entreprises. Nous, à partir de 2018, nous vivrons la plus grande vague entrepreneuriale de notre histoire. Plus de 40% des jeunes de moins de 35 ans, plus du tiers des Québécois d'adoption souhaitent lancer leur entreprise. Nous serons à ce rendez-vous. Notre gouvernement fera en sorte de transformer leurs intentions en projets et leurs projets en succès. Avec notre plan Priorité PME, nous sommes guidés par 2 principes. D'abord, une fois suffit. Ça signifie que quand l'entrepreneur a soumis ses informations à un ministère ou une agence du gouvernement, ce n'est pas à lui de faire des copies, c'est aux agences gouvernementales de se faire des copies, ça suffit. Deuxième principe, laissez-les travailler. Pendant les 5 premières années d'une nouvelle entreprise, qu'elle soit privée, sociale ou coopérative, le cadre réglementaire
et fiscal sera considérablement allégé pour qu'il se concentre pas sur la paperasse, mais sur la création de richesses. Et lorsqu'une entreprise ferme ses portes, nous allons favoriser son rachat par ses salariés et ses cadres. Eux, ils connaissent ça. Eux, ils y tiennent. Eux, ils ne délocaliseront pas. C'est ça aussi, le nationalisme économique. Et s'il y a un chantier économique emballant, c'est celui du virage vert de notre économie. Nous perdons chaque année presque 8 milliards de dollars en achats de pétrole hors Québec, pendant que s'empilent dans nos réservoirs des surplus d'électricité. Plus on sortira rapidement du pétrole, plus on investira ici, dans nos industries vertes, ces milliards qui nous échappent. Le premier budget d'un gouvernement du Parti québécois sera celui du virage vert. Oui. Oui. Je sens un consensus. Je sens un consensus. Le PLQ et la CAQ rêvent de bâtir de nouveaux barrages. Pour le Parti québécois, la prochaine baie James, elle va exister avec de très bons emplois, des milliers et des milliers de très bons emplois. Mais elle sera dans la rénovation verte de nos maisons et de nos logements. Elle sera dans nos écoles et nos hôpitaux qui se libéreront du mazout pour passer à la géothermie. Elle sera dans chaque quartier et chaque banlieue où les panneaux solaires, les toits verts et les ruelles vertes amélioreront notre qualité de vie. Elle sera là où on en a tellement besoin, à Montréal, à Québec et ailleurs, sur nos routes et nos autoroutes, pour combattre la congestion avec des solutions du 21e siècle. Nous allons inciter vraiment au covoiturage et à l'autopartage. Nous allons multiplier les circuits d'autobus électriques. Nous allons appuyer les projets de Québec et de Montréal pour davantage de transports en commun robustes. Nous allons convertir à l'électricité les flottes d'autobus scolaires. En commençant, pour commencer, savez-vous, je ne savais pas ça, j'ai appris ça là, cette semaine. On me cache des choses. J'ai appris cette semaine que Tesla, la voiture électrique de l'année, n'est pas complètement fabriquée ici, ça je le savais, mais qu'il y a 2 entreprises québécoises qui font des composants pour Tesla. Et si on faisait plus que seulement 2 composantes? En électrification, notre gouvernement va voir grand. Et oui, nous allons réaliser un banc d'essai pour le projet de monorail électrique qui pourrait demain relier Montréal, Québec et les autres grands centres urbains du Québec. Oui! Il y a des gens qui veulent déjà acheter leur ticket, là. Alors, vous voyez, l'avenir du Québec, c'est pas le pétrole. C'est pas le pétrole. C'est dans l'inventivité électrique de nos entrepreneurs et de cette génération de jeunes entrepreneurs qui est en train d'éclore partout au Québec, dans toutes les régions. C'est chez nos ingénieurs, nos chercheurs et nos services publics. Et l'avenir, ce n'est pas de permettre à Justin Trudeau de construire sur notre territoire un pipeline de pétrole extrême qui traverserait 860 de nos cours d'eau. Ce n'est pas notre avenir. Ce n'est pas dans notre avenir. On apprenait hier que TransCanada réfléchit à nouveau à ce projet. On ne veut pas qu'il réfléchisse,
On veut qu'il l'abandonne une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il y a une décision du destin. Il y a un genre de vortex géopolitique au-dessus d'une circonscription électorale québécoise, Louis Hébert. Il y a des choses qui se passent là, qui ne sont pas normales. Et c'est là que TransCanada, sur les battures de Saint-Augustin-de-Desmaures, voudrait faire traverser le fleuve Saint-Laurent au pipeline d'Énergie Est. Je connais quelqu'un qui n'est pas d'accord. Normand Beauregard, notre candidat dans Louis Hébert. Normand, viens. Alors, je vais vous parler de Normand un instant. Alors d'abord, il vit dans Louis Hébert depuis 30 ans. Il a consacré sa vie aux questions d'environnement et de développement durable. Et je vous annonce ce soir solennellement qu'il est pour de bon le candidat du PQ dans Louis Hébert. On ne changera pas. Les premiers candidats choisis par deux autres partis n'ont pas passé le test de la qualité. Le nôtre, il l'a passé. Il sait garder son calme dans des situations de forte pression. Il sait prendre sa place autour d'une table où chacun veut s'exprimer. Il y a beaucoup de pratiques. Il est le 12e d'une famille de 12 enfants. Alors, je sais qu'il prendra sa place au caucus du Parti québécois. Nous avons un candidat d'envergure dans Louis Hébert, un candidat dont les gens de Louis Hébert pourront être fiers. Merci, Normand. Merci beaucoup. Si vous pensez, vous qui nous écoutez à la maison, que toutes les décisions en santé, en éducation ou pour le développement économique doivent être prises par un petit groupe de personnes, surtout des hommes, qui concentrent le pouvoir et donnent des ordres, alors non, vous ne serez pas à l'aise au Parti québécois. Pour nous, les régions doivent déterminer elles-mêmes leurs projets et leur développement. Pour nous, les conseils d'administration dans la santé, par exemple, doivent représenter les artisans de la santé et les patients et non appliquer aveuglément la dernière lubie du ministre. Pour nous, la concertation, la participation sont des clés du succès. Alors parlons un instant de la santé. Parlons du ministre. Gaétan Barrette a eu carte blanche. Il a voté toutes les lois qu'il voulait. Il a aboli tous les contre-pouvoirs qu'il voulait. Il a nommé tous les cadres supérieurs qu'il voulait et il a viré tous ceux qu'il ne voulait pas. Au début, les Québécois lui ont donné le bénéfice du doute. Et ils ont attendu.
attendu les résultats. Et les résultats ne sont pas venus. La déception est énorme. Mon inquiétude, c'est que les Québécois pensent qu'il n'y a rien à faire, que jamais notre système de santé ne fonctionnera adéquatement. Depuis 15 ans, les docteurs libéraux sont au chevet du système et le principal résultat fut une explosion de la rémunération des docteurs. Principal résultat. Au Parti québécois, on ne vous promet pas là, de régler tous les problèmes de la santé dans les premières semaines de notre gouvernement, comme Jean Charest l'avait dit en 2003. On ne vous promet pas ça. On le sait que c'est compliqué. On le sait que c'est difficile. Mais on va s'y prendre complètement autrement. Il y a 20 000 médecins au Québec qui font un travail remarquable. Mais avec les libéraux, tout est centré sur eux, ce qui provoque un énorme embouteillage. Mais au Québec, il y a aussi 200 000 autres professionnels de la santé. Des infirmières, des dentistes, des hygiénistes dentaires, des audiologistes, des optométristes, des psychologues, des physiothérapeutes, des paramédics, des travailleurs sociaux, plusieurs autres, qui chacun, dans leur champ de compétences, peuvent poser des actes cliniques. Au Parti québécois, on veut leur donner plus de pouvoir, comme ils en ont ailleurs en Amérique et en Europe. Plus de responsabilité, plus d'autonomie pour plus de soins directs aux patients. C'est ce qu'ils demandent depuis des années. Ils sont prêts, ils le veulent, ils peuvent désengorger le système, dégager du temps aux médecins pour qu'ils s'occupent des cas plus graves, pas de donner des vaccins. Ces 200 000 professionnels nous disent finalement « Libérez-nous des ministres docteurs libéraux ». C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Le PLQ et Gaétan Barrette se sont battus, mais battus avec beaucoup de détermination pour empêcher l'installation à Québec d'une première clinique de super infirmières autonomes. Leur objectif, c'est que ça n'existe pas, là. Ils ne voulaient pas que ça existe. On a réussi, à force de mobilisation, à l'imposer. Parce que pour nous, le temps est venu, au contraire, d'étendre à tout le Québec les cliniques de super infirmières, y compris dans les CLSC, pour les urgences mineures et certaines maladies. C'est le temps. Et oui, ce sera ouvert les soirs de fin de semaine. Et oui, difficile à croire. François Legault, écoutez bien ça, François Legault a proposé la semaine dernière que sa solution, il a bien pensé là, sa solution, c'est qu'on donne plus d'argent aux médecins pour les inciter à déléguer des tâches aux infirmières. Au moment de la création de la CAQ, c'était une de ses principales propositions, donner plus d'argent aux médecins. C'est une idée fixe, je ne sais pas si ça se soigne. En fait, François Legault est à l'origine de la pire décision de finances publiques du siècle. Lorsqu'il était ministre de la Santé, il a cédé aux pressions des corporations médicales. Il a accepté que leur rémunération soit calculée en fonction de la moyenne canadienne. On ne l'a pas fait, ça, pour les enseignants, les infirmières, les plombiers, les caissières ou n'importe quelle autre profession, mais pour les médecins, François disait « ça a de l'allure ». Ensuite, Gaétan Barrette et Philippe Couillard ont appliqué la règle Legault. Conséquence, sur chaque nouveau dollar investi en santé, 75 sous sont allés dans la rémunération des médecins, plutôt qu'aux patients, aux aînés. François Legault a commis une autre erreur que l'on paie tous au Québec en ce moment. Devenu chef de la CAQ, c'est lui qui a convaincu Gaétan Barrette de faire le saut en politique.
Non. François, peut-être que tu nous écoutes ce soir. On est prêt à pardonner beaucoup de choses, mais ça, jamais. Jamais. On ne peut pas. C'est trop. Nous, au Parti québécois, on aura le courage de réparer les erreurs de Legault, Couillard et Barrette. On adore nos médecins, mais on pense qu'ils sont suffisamment payés. Avec nous, sur chaque nouveau dollar supplémentaire investi en santé, 100 sous ira dans les soins. 100 sur 100. 100 sur 100. Ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, dans le premier quart du discours, donne déjà une bonne idée de ce que nous sommes au Parti québécois, de nos valeurs, de la façon dont on réfléchit le Québec. Mais les gens nous demandent, oui, mais qui êtes-vous au fond, là? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin au Parti québécois? Qui êtes-vous, là, vraiment au fond? Ils veulent savoir ça. Puis je suis content qu'ils veulent le savoir parce qu'on a des réponses. Alors moi, je dis, c'est simple. D'abord, on croit au Québec sans bon sens. C'est pour ça qu'on veut l'indépendance. Et on croit en l'outil collectif de la nation, l'État québécois. On veut le rendre beaucoup plus efficace, beaucoup plus proche des gens, moins compliqué pour les entrepreneurs, les agriculteurs, les citoyens. Mais la CAQ et le PLQ dévalorisent constamment les centaines de milliers de femmes et d'hommes qui se lèvent chaque matin pour offrir aux citoyens un service public. On dirait qu'ils sont en guerre contre l'État, contre les salariés de l'État. Puis le résultat est désastreux. Démotivation, épuisement professionnel, perte d'expertise, démission. Au Parti québécois, au contraire, on veut s'appuyer sur les artisans du service public, les enseignants, les professionnels, pour s'engager ensemble pour de meilleures idées et de meilleurs services. La CAQ veut étouffer l'État. Nous, on veut lui permettre de mieux respirer pour mieux servir les citoyens du Québec. On y croit, ça. On l'a fait, ça. Et on croit, j'allais dire surtout, parce que ça détermine tout le reste. On croit que le Québec a une identité à nul autre pareil, et que cette identité vaut la peine d'être connue, enseignée, célébrée, partagée, respectée. On va en parler un petit peu dans ce deuxième quart du discours. C'est important de savoir où on est rendu, là, pour... Je vais commencer par deux citations fortes sur l'identité. La première, elle est de Justin Trudeau, toute récente. Et il disait le fond de sa pensée en parlant, un peu après son élection comme premier ministre, au New York Times. Je le cite. « Au Canada, il n'y a pas d'identité fondamentale, pas de courant dominant. Il y a des valeurs partagées, ouverture, compassion, la volonté de travailler fort, d'être là l'un pour l'autre, de chercher l'égalité et la justice. Ces qualités sont ce qui fait de nous, le Canada, le premier État post-national. » Fin de la citation. Ça a le mérite de la clarté. Dans le projet canadien trudeauiste, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de projet collectif. Je trouve ça triste. Maintenant, je vais vous lire la citation qu'a choisie le grand Camille Lorrain pour mettre à la première page de sa politique de développement culturel. Je cite. « La patrie est un projet commun, une création continue de nos efforts solidaires. Être ensemble est une orchestration infiniment complexe dont le chef invisible est la conviction partagée que cet ensemble existe, qu'il a un sens à travers l'histoire, qu'il nous faut y être attentifs afin qu'il ne se relâche pas.
le plus grave désastre qui puisse menacer un peuple, c'est l'indifférence de ses membres à la forme de son avenir. » Fin de citation. C'est pas beau, ça? Ouais. C'est bien dit. C'est bien dit. Alors, c'est un autre choix. C'est notre choix au Québec. Nous avons un passé, un présent et un avenir qui ont un sens, une identité forte qui nous définit et nous soutient. Nous ne sommes pas que des individus, nous sommes une nation. Nous sommes une nation. Mais une nation qui passe un drôle de moment. Justement à cause de cette tension entre la vision canadienne des choses et notre vision des choses. Et on assiste depuis quelque temps à un procès permanent de la différence québécoise. Même le mot « identité » est au banc des accusés. Alors même que le déclin du français se confirme, des propositions sages de défense du français sont considérées comme suspectes, superflues. Et d'ailleurs, en matière linguistique, nous vivons sous la doctrine Couillard. Il l'avait inventée, révélée, un soir de débat télévisé quelques jours avant son élection, lorsqu'il avait déclaré que tous les ouvriers d'une ligne de montage à l'usine devraient connaître l'anglais au cas où un acheteur anglophone passait par là et voulait leur poser une question. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut se surprendre du recul de la langue nationale au Québec? Les juges fédéraux, eux, ils l'ont trouvée pas mal bonne, la doctrine Couillard, et ils ont inscrit dans la jurisprudence cette doctrine faisant reculer de 40 ans le droit de travailler en français au Québec. Même le défilé de la fête nationale a fait l'objet cette année d'une odieuse campagne de salissage. Il y a, sur fond de trudeauisme, une offensive pour culpabiliser l'élan national québécois, l'affaiblir, le rapetisser. Le gouvernement Couillard en rajoute une couche avec une consultation sur la discrimination systémique et le racisme. La Commission sillonnera le Québec cet automne pour accumuler des pièces à conviction. Une proposition d'autant plus louche que le Parti québécois propose, depuis plusieurs mois, 20 mesures concrètes qui feraient reculer immédiatement la discrimination et le racisme, et le PLQ refuse de les adopter. Nous, notre engagement est en béton. Un gouvernement du Parti québécois mettra rapidement en œuvre des mesures concrètes pour beaucoup mieux reconnaître les diplômes et les acquis des Québécois d'adoption, pour faire reculer la discrimination à l'embauche, pour faire une place à la diversité sur les conseils d'administration des sociétés publiques et dans le personnel de l'État, où les libéraux ont lamentablement échoué. J'ai hâte de diriger le gouvernement de l'inclusion réelle et concrète. J'ai hâte. J'ai hâte. Je vois que vous avez hâte aussi. Non,
Ce qui est visé par le procès que le gouvernement organise n'est pas l'acteur principalement responsable des problèmes réels d'intégration des Néo-Québécois. Et cet acteur, c'est le parti qui a gonflé l'immigration sans créer les conditions de son succès, donc les libéraux. Ce procès-là, il m'intéresserait. J'irais à ce procès-là. Mais non, ce procès est une opération politique préélectorale de culpabilisation des Québécois chaudement appuyée par les dirigeants de Québec solidaire. La véritable cible est la volonté très majoritaire des Québécois et une volonté présente dans la diversité d'affirmer clairement, face aux religions, la laïcité de l'État et l'égalité des femmes et des hommes. C'est ça la cible. C'est ça la cible. Les procureurs autoproclamés font sciemment l'amalgame entre religion et race, comme si ces réalités étaient interchangeables, comme si tous ceux qui, depuis Voltaire, ont voulu séparer l'Église et l'État, tout en défendant la liberté de conscience et de culte, étaient des intolérants. C'est le monde à l'envers. Les Québécoises et les Québécois ont forgé leurs convictions laïques dans leur combat de plus d'un demi-siècle pour se libérer d'une emprise considérable de la religion catholique dans leur vie, comme dans leurs services publics et leur État. Pour les Québécois et en particulier pour les Québécoises, ce recul de la religion dans leur vie a été une libération, un gain collectif majeur auquel le Parti québécois a participé. En fait, notre parti est né avec ce mouvement, il l'a incarné et il l'incarne encore. Et il est essentiel de dire à nos concitoyens qui auraient manqué les épisodes précédents qu'on ne parle pas ici d'un lointain passé. C'est seulement il y a 20 ans que les Québécois ont renoncé au caractère chrétien de leur commission scolaire. C'est seulement il y a 12 ans qu'ils ont aboli l'enseignement catholique et protestant dans les écoles publiques. Ah, il y a eu de la résistance, des groupes chrétiens, des prêtres, des évêques qui n'étaient pas d'accord. Il y a eu des recours légaux. Mais savez-vous quoi? Avec le recul, je voudrais les remercier de quelque chose. Il ne leur a jamais traversé l'esprit d'accuser ceux qui voulaient un Québec plus laïque de christianophobie. Jamais. Jamais. Ils n'y ont même pas pensé. Alors oui, ayant voulu et vécu ce processus de retrait majeur de la religion de leur vie, l'immense majorité des Québécoises et Québécois voient le retour des signes religieux, quels qu'ils soient, dans leur service public comme une régression. Ils souhaitent rester fidèles à eux-mêmes. Somme toute, ils désirent vivre dans une société qui, tout en respectant les croyances de chacun, valorise la laïcité et la liberté des femmes. C'est leur droit et ils méritent un gouvernement qui sera à leur côté. Parce que pour l'instant, dans la balance, au gouvernement à Ottawa, à Québec, et comme chez les dirigeants de Québec solidaire, ils n'ont que des adversaires. Mais ce n'est pas la première fois que les Québécois sont accusés de racisme et de repli sur eux. Ce n'est pas la première fois que s'accumulent les signes du déclin linguistique. C'était le cas dans les années 70. Le Parti québécois a su, dès sa prise du pouvoir, renverser la vapeur. Adopté il y a maintenant 40 ans, contre une opposition féroce, une loi transformatrice
pour l'avenir du français au Québec, la Charte de la langue française. Le Parti québécois est aujourd'hui encore appelé à jouer ce rôle historique. Dans les 101 premiers jours de notre prise du pouvoir, nous adopterons la loi 202 pour arrêter le déclin du français et renverser la vapeur. D'abord, en rétablissant le droit de travailler en français et en mettant fin à la doctrine Couillard, en étendant la loi 101 aux entreprises de 25 à 50 employés, ce à quoi se refusent toujours le PLQ et la CAQ. Ensuite, en faisant en sorte que 100% des futurs immigrants et leurs conjoints ne soient admis sur le territoire que s'ils démontrent une bonne connaissance du français, ce à quoi se refusent le PLQ et la CAQ. Cela passe par l'obligation pour les étudiants québécois des cégeps et des universités anglophones de démontrer une réelle connaissance du français pour l'obtention de leur diplôme. C'est une mesure essentielle pour assurer leur succès dans le marché du travail et pour faire reculer l'unilinguisme. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Ce à quoi se refusent le PLQ et la CAQ. Ah, j'entends déjà les libéraux nous accuser. Les péquistes ne veulent pas que les Québécois apprennent l'anglais. Ils ne veulent pas que les Québécois apprennent l'anglais, sérieusement. René Lévesque parlait parfaitement l'anglais. Jacques Parizeau soignait son accent british. Lucien Bouchard, André Boisclair, Pierre-Carl Péladeau, tous bilingues. Bernard Landry, trilingue. Et Pauline Marois, Pauline Marois, elle a fait d'énormes efforts lorsqu'elle était au gouvernement. J'en suis témoin. On t'aime. On t'aime. C'est l'heure de la deuxième devinette. Vous voyez, on avance. On avance. Qui a dit « Il ne faut pas se boucher les yeux. On n'a pas le choix. On vit sur un continent anglophone. Et parler anglais au besoin, tout en vivant en français chez soi, devrait être normal. » Jacques Parizeau, dans une de ses dernières entrevues. Le Parti québécois est au diapason de tous les parents et de tous les jeunes Québécois qui veulent maîtriser l'anglais, l'espagnol et une autre langue, bien sûr. Et le débat que nous avons sur les cégeps, c'est exactement celui-là. Comment répondre au désir légitime des Québécois et de M. Parizeau de bien maîtriser l'anglais sans angliciser une partie de notre population? Notre réponse, faire en sorte que les cégeps francophones offrent réellement à ceux qui le désirent un parcours enrichi en anglais comportant une session dans un cégep anglophone. Apprendre l'anglais sans s'angliciser et inciter les étudiants anglophones à venir faire une session dans un cégep francophone pour bien maîtriser le français, y compris dans les cégeps des régions du Québec, qui font face aujourd'hui à une pénurie d'inscriptions. Ils vont chercher leurs étudiants aux quatre coins du globe. Il y en a ici, à Montréal. Et dans cette expérience commune, ils pourraient mieux partager avec nous notre culture, notre langue et la beauté de nos régions. Ça, c'est audacieux. Ça, c'est rassembleur. Ça, c'est répondre aux besoins
des jeunes adultes, du français et de la nation. À ce nouvel effort historique sur la langue, notre gouvernement ajoutera une affirmation claire et sereine de la différence québécoise dans une constitution du Québec. Comment faire pour définir ce que René Lévesque appelait notre différence vitale? D'abord, il y a des évidences. Le Québec forme une nation sur notre territoire. Le Québec a une langue commune, officielle, le français, et tous les habitants du Québec sont appelés à l'apprendre, la connaître, la partager. Le Québec s'est incarné dans une très riche production culturelle, principalement francophone, qui exprime à la fois ses origines, son évolution, ses métissages. Tous les étudiants québécois devraient en connaître les œuvres essentielles. Le Québec est le fruit d'un récit historique singulier. La connaissance de ce récit fait partie de l'expérience d'une citoyenneté québécoise commune. Puis, il y a notre attachement à notre immense territoire, nos enracinements locaux, la fierté d'être gaspésien, beauceron, d'Abitibi ou du lac. Je sais, je devrais les nommer tous, mais leur tourne. La fierté des gens de Québec, ville d'histoire et d'avenir, l'extraordinaire laboratoire permanent d'idées, de rencontres et de création qu'est Montréal. Et sur ce territoire vaste, riche et vivant, depuis Champlain, notre premier et peut-être plus grand héros, nous avons voulu tisser avec les nations autochtones des relations d'amitié et de respect mutuel. Il y a eu des reculs, il y a eu des blessures, il y a eu de profondes cicatrices. Et il nous appartient de les penser pour mieux ensemble préparer l'avenir. Mais de la grande paix de 1701 de Sieur de Calière à la paix des braves de 2003 de Sieur de Landry de Verchères, il y a une trame, une volonté de vivre côte à côte dans un échange mutuellement bénéfique. L'identité québécoise doit beaucoup à son empreinte autochtone. On est d'accord? On est d'accord? Et je souhaite vivre un moment où les identités autochtones pourront dire fièrement qu'elles doivent beaucoup à leur empreinte québécoise. C'est l'esprit de Champlain qui doit nous guider aujourd'hui, demain et pour le Québec indépendant que nous voulons construire. Donc, la nation, la langue, la culture, le récit national, l'enracinement et la cohabitation respectueuse avec les Autochtones. C'est comme nulle part ailleurs. Mais il y a notre attachement à des valeurs universelles. Le Québec n'est pas le seul lieu où l'égalité entre femmes et hommes est un acquis précieux et encore incomplet. Mais à cause de notre histoire, ce désir d'égalité est exprimé intensément et fait partie de notre identité fondamentale. Le Québec n'est pas le seul lieu où se trouve à la fois l'esprit d'entreprise et l'entraide et la concertation. Mais notre statut de minorité a fait de ces approches d'action et de décision des éléments forts. Le Québec n'est pas le seul lieu où la quête de justice sociale se déploie. Mais quand on regarde la marche d'une population francophone qui, avant la Révolution tranquille, était sous-payée et socialement déclassée, vers une société moderne, d'une grande mobilité sociale et exigeante, font de cette quête un trait saillant de notre vie collective. Le Québec n'est pas le seul lieu où la volonté démocratique est présente, mais des patriotes qui font voter dans
tous les villages les 92 résolutions réclamant davantage de démocratie, en passant par le combat pour l'obtention du gouvernement responsable, jusqu'aux lois sur la démocratie de René Lévesque et Robert Burns, des avancées récentes dans l'assainissement de nos pratiques politiques, et nos débats actuels, cette fin de semaine, sur la recherche d'un mode de scrutin encore plus équitable, notre engagement pour la démocratie est indissociable de ce que nous sommes. Et le Québec, j'en ai parlé tout à l'heure, a inscrit dans son identité moderne sa marche vers davantage de laïcité. Voilà ce que nous sommes et voilà ce à quoi nous convions tous les Québécois d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Voilà la version québécoise du vivre ensemble qui n'est ni canadienne, ni américaine, ni européenne, ni meilleure, ni pire que celle des autres démocraties avancées. Elle est simplement québécoise. Elle mérite le respect. Notre parti, votre parti, le plus grand parti du Québec, avec ses 80 000 membres, le parti qui compte le plus de membres de chacune des 4 générations qui nous ont menés jusqu'ici. Oui, 4 générations. D'abord, ceux qui, avec Pierre Bourgault, ont montré en 1966 que 11 % des Québécois étaient indépendantistes. Je sais qu'il y en a dans la salle. Alors, levez-vous, ceux qui ont voté en 1966, qu'on vous voit. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. La deuxième génération a démontré en 1980 que 40 % des Québécois voulaient l'indépendance. Levez-vous, ceux qui ont voté oui en 1980. Je suis debout avec vous. Je suis debout. La troisième génération qui a démontré en 1995 que la moitié des Québécois étaient prêts pour l'indépendance. Levez-vous, ceux qui ont dit oui pour la première fois en 95. Pour la première fois en 95. Et la quatrième génération, bien représentée par notre nouvelle présidente, Gabrielle Lemieux. En 1995, Gabrielle, tu avais 9 ans. Ceux qui diront oui pour la première fois lors du prochain rendez-vous avec l'indépendance, levez-vous. Depuis que vous m'avez choisi pour diriger notre grand parti,
j'ai voulu faire émerger mieux que jamais l'équilibre entre ces 4 générations d'indépendantistes. Et je vous remercie tous d'avoir participé à ce grand chantier d'ouverture générationnelle. En un an, le nombre de membres de moins de 40 ans a bondi de 40 %. En 6 mois, les militants expérimentés ont ouvert les bras aux jeunes en leur donnant davantage de responsabilités dans toutes nos instances jusqu'à la présidence. Nous pouvons dire aujourd'hui, mission accomplie. Le Parti québécois est la maison de toutes les générations. Et il est aussi la maison des Québécois de toutes origines, de toutes croyances et de tous les métissages. Je suis heureux de vous annoncer que jamais avant ce congrès, nous n'avions autant de délégués provenant de la grande diversité québécoise. Là, c'est drôle parce que les gens de la diversité se levaient, les autres ne savaient pas s'ils devaient se lever pour les applaudir. C'est beau, tout le monde veut un pays. Je veux saluer tous les membres du comité exécutif national qui nous ont accompagnés depuis 2011, en particulier ceux qui ont fait tout le parcours. Élise Péloquin, Daniel Gagné, Paul Crête et le président sortant Raymond Archambault. Levez-vous, qu'on vous salue et qu'on vous applaudisse. Vous nous laissez un parti en pleine forme, présent dans tout le Québec, beaucoup plus présent sur la toile qu'aucune autre formation politique, prêt à relever les grands défis qui nous attendent. Et je les résume, au cas où vous les ayez oubliés. Et je vais même un peu amender. Chasser les libéraux sans les remplacer par les caquistes, réussir l'indépendance dans cet ordre. Nous avons pris une grande décision collective. D'abord, celle de ne pas tenir de référendum dans un premier mandat et celle de solliciter clairement à l'élection de 2022 le mandat de proposer et de réussir l'indépendance. Certains sont surpris de nous entendre parler d'indépendance à chaque occasion, puisque le référendum n'est pas imminent. Je leur dis, désurprenez-vous. L'indépendance est une solution à des problèmes immédiats, pas seulement historiques. Nous ne sommes pas référendistes tous les jours, mais nous sommes indépendantistes tous les jours. Notre gouvernement va, dans un premier mandat, s'occuper pleinement de redonner son élan et sa fierté à la nation. Et grâce au jeu magnifique des élections à date fixe, nous savons qu'un an après notre élection d'octobre 2018, il y aura une élection fédérale en octobre 2019. Et j'ai hâte, avec nos amis du Bloc québécois et de Martine Ouellette, qui est avec nous ce soir. Martine, où es-tu? Martine, vous lui direz que j'ai dit du bien d'elle. Elle sera ici demain pour vous parler. Rapportez-lui mes propos. Alors j'ai hâte d'être aux côtés de Martine et des députés du Bloc québécois pour mettre les partis fédéraux et Justin Trudeau au défi. Pourquoi, chaque année,
Ottawa prive-t-il de 4 milliards de dollars d'investissements productifs le Québec, notre économie, ce qui serait notre juste part? Pourquoi Ottawa a-t-il pris des milliards de dollars dans la poche des Québécois pour soutenir massivement le pétrole dans l'Ouest et à Terre-Neuve, pour soutenir le nucléaire et l'automobile en Ontario, sans jamais accorder le même traitement à un secteur de notre économie? Pourquoi, au cours des prochaines années, Ottawa va-t-il prendre dans nos poches, à nous, contribuables québécois, la somme colossale de 30 milliards de dollars, 30 milliards de dollars, pour financer des super emplois à Halifax et à Vancouver pour la marine de guerre, sans rien nous offrir en retour? Ah oui, c'est vrai, il nous envoie quelque chose. Pendant qu'on finance de bons emplois, de la richesse et de la dignité ailleurs au Canada, Ottawa nous envoie un chèque d'assistance, la péréquation, un chèque dans une épaisse enveloppe de mépris. J'ai hâte à cette élection fédérale de 2019. Oui, j'ai hâte qu'on fasse les comptes de ce que ça nous coûte, le Canada. De 2018 à 2022, le Parti québécois sera à l'œuvre avec nos partenaires du Oui Québec, que je salue, pour préparer et informer les Québécois sur l'offre indépendantiste de 2022. Qu'est-ce que ce serait, les 5 premières années, d'une vraie stratégie maritime si on avait tous nos pouvoirs? Qu'est-ce qu'on ferait de mieux en santé ou pour les médicaments si on récupérait le milliard perdu pour ce seul ministère en dédoublement bureaucratique avec Ottawa? Et le rapport d'impôt unique, qui économiserait 700 millions de dollars par année aux Québécois, ça se présenterait comment? Comme gouvernement, on va redonner du tonus et de la fierté au Québec. Comme mouvement, on va préparer méticuleusement notre proposition indépendantiste pour 2022. Il faut franchir la première étape, celle de l'élection d'octobre 2018. Et en terminant, je savais que vous l'attendiez, et en terminant, je voudrais m'adresser aux électeurs qui sont tentés par les autres partis et qui font actuellement du magasinage comme il se doit. D'abord aux électeurs libéraux, déçus de ce qui est devenu leur grand parti sous la direction de Jean Charest et de Philippe Couillard. Normal qu'ils soient déçus. Jean Lesage et d'autres ont fait de grandes réalisations. C'est un parti essentiel de l'histoire du Québec. Mais aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. De scandale en scandale, de faute éthique en faute éthique, sans parler d'une austérité toxique pour nos enfants et nos aînés. Le Parti libéral a besoin d'une longue cure d'opposition pour retrouver ses repères. Je le dis aussi aux électeurs anglophones. We know how disappointed you are by the current Liberal government. Unimaginable cuts that hurt the young and the elderly, an inability to handle crisis situations, a government that never seems to find its ethical compass. It's time for change, for good, clean, green government, and that is the Parti québécois. It's no secret we're in favor of Quebec's independence.
but our commitment is firm. We will not put this issue to a vote until the subsequent election in 2022. In our first mandate, we have much to do in terms of health, education, the environment, our shared Quebec identity, and the incredible entrepreneurial wave that is brewing among the younger generation and new Quebecers. And there's one thing of which you can be certain. With the Parti québécois, the Anglo vote will never be taken for granted. Never. Never. Aux électeurs tentés par la CAQ, mon message est simple. Comparez. Comparez correctement les solutions de la CAQ et les nôtres. Comparez et vous verrez que pour votre accès aux soins de santé, pour une plus grande gratuité scolaire, pour la qualité des services de garde, pour la qualité de votre environnement, pour la réussite des petites entreprises, les solutions du Parti québécois sont plus efficaces, plus réfléchies, plus solides. Solides comme la formidable équipe déjà élue de députés du Parti québécois. Levez-vous qu'on vous applaudisse. Et c'est sans même compter les nouvelles candidatures qui s'ajouteront, et je sais qu'il y en a dans la salle. Elle est là, électeurs tentés par la CAQ. Elle est là, la compétence que vous cherchez. Elle est là, la relève dont le Québec a besoin, dont vous avez besoin. Aux électeurs de Québec solidaire, j'ai un message très important que j'aimerais que vous écoutiez attentivement. Votre volonté de faire du Québec un endroit plus juste, plus vert, plus égalitaire est admirable. Mais vous et nous sommes prisonniers d'un système électoral vétuste qui favorise les libéraux. Malheureusement, tant qu'on n'aura pas changé le mode de scrutin, voter solidaire, c'est aider un libéral ou un caquiste à l'emporter. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est obtenir exactement le contraire du résultat que vous recherchez. Il y avait bien une solution, celle de faire un pacte entre nous. 9 électeurs solidaires, 8 électeurs solidaires sur 9, 8 sur 9 y étaient favorables, comme nous. Mais votre parti a claqué la porte à cette solution de bon sens. Votre parti vous a replongé dans le piège électoral de la division du vote progressiste et indépendantiste. La seule façon de sortir de ce piège est de voter pour le parti qui s'engage formellement à réformer le système électoral à temps pour l'élection de 2022. J'en prends l'engagement solennel devant vous aujourd'hui. Oui. Nous y tenons. Et je vais vous dire pourquoi. Nous y tenons parce qu'en 2022, on veut additionner les forces et les partis indépendantistes, pas les diviser. Et donc, pour y arriver, il faut l'an prochain élire une majorité de députés du Parti québécois. Quand j'ai pris ma carte du Parti québécois, je savais que j'entrais dans une grande coalition. Des gens venus des régions, de Montréal, Québec, venus du travail de la terre, de l'usine, de l'enseignement ou des soins. Des gens qui penchent à gauche, à droite. Des gens plantés au centre du centre. Ou des gens qui s'en fichent. L'important étant d'avancer
vers le progrès et vers le pays. Ce qui nous soude dans cette grande maison bâtie par Lévesque et Bourgault et Parizeau et tant d'autres, Marois, Landry, c'est que nous sommes à l'image des Québécois sur ce coin de continent. Nous ne renonçons jamais. À travers les écueils et les conjonctures, les reculs et les avancées, les bourrasques et les éclaircies, nous ne renonçons jamais. Nous sommes le parti des bâtisseurs de Québec, des bâtisseurs du Québec. Quelque chose en nous nous pousse à vouloir toujours transformer le Québec pour le mieux. C'est plus fort que nous. Nous sommes heureux lorsque le Québec va plus loin, s'épanouit encore un peu plus, jusqu'à ce qu'enfin, il soit complètement lui-même. Merci.